Cette première séance a pour but essentiellement de présenter la problématique, le programme et le fonctionnement de ce séminaire. Alors, je vais donc plutôt parler du contenu du séminaire d'abord et ensuite, dans un deuxième temps, je parlerai donc des modalités d'évaluation, de ce que j'attends de vous dans le cadre de ce cours. Alors, à titre de préalable, bon, ce sera un tout petit peu technique peut-être, mais je reviendrai ensuite assez vite à des points plus élémentaires. À titre de préambule, disons, je commencerai par situer ce cours, cette recherche, par rapport à deux programmes antérieurs. D'une part, le séminaire Usage de l'analogie, que certains d'entre vous ont peut-être suivi et qui s'est achevé l'année dernière, dont la publication est en cours d'élaboration. Et puis, d'autre part, le colloque Dénomination du comprendre, dont la première session, si j'ose dire, a eu lieu, sauf erreur, en 2009. Alors, un des acquis du séminaire Usage de l'analogie a été de mettre en évidence l'intérêt d'une distinction entre deux fonctionnements ou deux processus analogiques, l'analogie unifiante d'une part et l'analogie créatrice d'autre part. L'analogie unifiante intervient par exemple dans les cas de catégorisation, dans le cas de la catégorisation, qui est le processus grâce auquel nous sommes aptes à ranger des objets différents, mais ayant des propriétés communes, dans une même classe, dans une même catégorie ou sous un même concept. Par exemple, je ne sais pas, des chaises de formes, de couleurs, de matières différentes, ont des propriétés communes en tant que chaises et donc elles appartiennent, elles sont catégorisées dans une seule et même classe. Alors quant à l'analogie créatrice, dont on peut considérer que le cas standard est celui de la métaphore, eh bien sa caractéristique ne consiste plus à générer de l'unité en se fondant sur des propriétés communes largement validées ou partagées, mais à créer un sens nouveau ou une vision nouvelle des choses, en postulant des propriétés communes à deux entités qui, a priori, n'en ont pas. Bon. Alors, le lien entre l'analogie créatrice et la question de la compréhension est tout à fait évident, me semble-t-il, dès qu'on se place non plus du point de vue de la production, mais du point de vue de la réception. Parce que si une analogie créatrice a pour vocation de produire un sens nouveau ou un regard nouveau sur les choses, eh bien, il est légitime de se demander comment le récepteur de l'analogie, le lecteur par exemple, accède à ce sens nouveau ou à ce nouveau regard. La transition entre la question de l'analogie et de la compréhension se fait donc via l'analogie créatrice par le problème de l'innovation sémantique, qu'on appelle de l'innovation sémantique, sous son versant réceptif. La dénomination innovation sémantique, je l'emprunte à Ricoeur, qui l'envisage, lui, plutôt sous l'angle de la production. Alors, c'est pour cette raison, vous verrez dans le programme, que j'ai choisi de traiter ce sujet de l'innovation sémantique lors de la première séance, la première conférence, disons, du séminaire. Je dis un mot également donc du séminaire Dénomination du comprendre, parce qu'il est possible que vous voyez passer ça dans les mois à venir. Donc la question de la compréhension a été envisagée également sous un angle très différent dans le cadre donc de ce colloque qui s'appelle Dénomination du comprendre, qui a eu lieu une fois mais qui va se reproduire à plusieurs reprises. Alors là, Dénomination du comprendre, il s'agit de décrire comment les hommes conceptualisent leur propre compréhension en s'appuyant sur les mots qui expriment le comprendre dans différentes langues. Bon, en français, comprendre, bien sûr, mais également entendre, qui était en usage majoritaire pour le sens de la compréhension jusqu'au XVIIe siècle environ. On disait plutôt « j'entends que je comprends » jusqu'à cette période. Bon, et puis intelligere en latin, verstehen, begreifen en allemand, understand en anglais, enfin bref, etc. Tous ces verbes expriment l'idée de compréhension au moyen de ce qu'on appelle des métaphores conceptuelles, c'est-à-dire des métaphores contenues dans les mots eux-mêmes, assez diverses. Par exemple, comprendre, comprehendere, c'est prendre ensemble, donc on voit bien une sorte d'image sous ce verbe. Entendre, intendere, être tendu vers,
ça n'est tout de même pas du tout la même métaphore, ça n'est pas tout à fait la même conception de la compréhension qui est envisagée à partir du verbe entendre et à partir du verbe comprendre. L'hypothèse dans ce travail est donc que l'évolution et la stabilisation du vocabulaire de la compréhension dans les langues et les cultures est un indice de ce qu'on pourrait appeler la philosophie spontanée ou la philosophie naïve de la compréhension que possèdent les hommes de ces cultures. Donc en étudiant sous cet angle un grand nombre de langues, on espère découvrir des régularités et dégager des schèmes généraux de la représentation naturelle ou spontanée du comprendre. Alors, ce travail a déjà été engagé à partir des langues romanes, des langues germaniques, des langues slaves, et il devrait se poursuivre sur d'autres langues. Mais là, il s'agit d'une analyse strictement linguistique, appartenant au domaine, disons, de la linguistique générale, et qui prétend décrire des représentations. Or, le séminaire qui commence aujourd'hui possède en fait un tout autre objectif. Non seulement il s'inscrit dans le cadre de ce que j'appelle la linguistique théorique, en empruntant cette dénomination à Gustave Guillaume, quitte à la détourner légèrement. Donc, c'est un séminaire qui ne relève pas seulement de la linguistique générale, et en outre, il vise à la description de phénomènes qui ne sont pas seulement des représentations, mais des processus réels, disons, au sens cognitif, c'est-à-dire de processus mentaux qui s'effectuent chez les individus et que l'on présume causalement liés à des phénomènes de type, disons, neurobiologique. Alors, je ne vais pas m'étendre longuement sur la distinction entre linguistique régionale, linguistique générale, linguistique théorique. Simplement, le point essentiel que je voudrais mentionner, c'est l'idée que la linguistique générale et la linguistique régionale sont susceptibles d'être dotées d'une ontologie propre, notamment, enfin essentiellement l'ontologie structuraliste, donc de méthodes adaptées à cette ontologie, alors que la linguistique théorique, qui vise à appréhender les objets langagiers en recourant à toutes sortes de disciplines susceptibles d'éclairer ces objets langagiers, eh bien, la linguistique théorique donc, n'a pas vraiment d'ontologie propre en raison de son caractère fondamentalement pluridisciplinaire. Et donc, contrairement au point de vue de Saussure ou de la Vulgate saussurienne, ce n'est pas ici le point de vue qui crée l'objet, et il n'y a pas, à mon avis, en linguistique théorique, de clivage entre la matière et l'objet de l'analyse. L'objet, un objet langagier, est considéré comme étant donné d'avance. En l'occurrence, cet objet, c'est ici le processus de compréhension. Les processus analogiques, par exemple, c'est un autre objet. Eh bien, cet objet langagier est considéré comme ne posant pas de problème majeur d'identification, et on cherchera, dans la perspective de la linguistique théorique, à l'examiner sous tous les aspects susceptibles de l'éclairer, en recourant aux disciplines qu'impliquent ces différents aspects, la philosophie, la psychologie, les études littéraires, la sociologie, les neurosciences, etc. Alors, c'est la raison pour laquelle ce séminaire est fondamentalement pluridisciplinaire et accueillera, outre les linguistes, les philosophes, les psychologues, les littéraires, les historiens, mais aussi, dans les années à venir, des artistes. Pour cette première année, comme il s'agit surtout de poser les jalons solides à la réflexion, vous remarquerez en lisant le programme que beaucoup de philosophes ont été sollicités. Alors, sur la question de l'orientation cognitiviste ou naturaliste de ce programme, je dirais simplement pour l'instant qu'il s'agit plutôt d'un souci naturaliste que d'un engagement résolu, disons, dans la perspective de la naturalisation de l'esprit. Et par naturaliste, j'entends plutôt réaliste. Je veux dire par là que sans chercher à rapporter immédiatement les processus de compréhension à des événements de type neurophysiologique, on aura tout de même le souci, disons, d'une convergence possible avec les neurosciences, mais je ne préfère pas trop m'engager sur ce terrain pour l'instant. Voilà donc pour la situation du séminaire par rapport à ce qui s'est passé antérieurement et à ce qui va continuer de se passer ici à l'Université de Bourgogne autour de cette question de la compréhension.